C'est comme classe, il faut. Ouais. Bon, ça va être chaud. Donc, je vais faire deux autres présentations rapidement. Enfin non, pas rapidement en fait, normalement. Pour vous présenter un peu dans Atom comment ça se passe. Et après, à partir de là, comment on écrit une extension de Atom. Le problème, c'est que la SNCF a décidé de faire chier le monde aujourd'hui, et que dans une demi-heure, il faudrait que je sois parti. Donc je vais essayer de vous expliquer rapidement, vous montrer au moins dans Atom qu'est-ce qu'il y a, où ça se trouve et à quoi ça sert. Comme ça, déjà, les prochaines fois où vous chercherez un truc, ça sera un peu plus facile pour vous. Donc globalement, l'argot de Atom, voilà, c'est uniquement ces dossiers-là. En fait, on voit même pas ma souris. Donc les 5 dossiers qui sont là, donc bin, classe, ressources, script et test. Leur rôle, donc bin, c'est uniquement celui qui contient la ligne de commande de Atom. Il y a uniquement ça à l'intérieur. Classe, c'est l'équivalent du dossier SRC qu'on trouve dans des projets standards. À l'intérieur, c'est une arborescence PSR4 avec tout un tas de choses. Voilà. Ensuite, on a ressources. Donc là, c'est des fichiers divers et variés. Par exemple, dans le premier dossier configuration, vous avez plein de fichiers exemples de configuration, en fait. Donc quand vous cherchez, par exemple, voilà, si demain vous vous souvenez plus comment on active Clover, ici vous avez un exemple. La même chose avec XUnit, par exemple. La même chose avec Vime, parce que Atom a historiquement un plugin Vime pré-intégré dans lui-même, il suffit de le configurer à travers le fichier de config. Voilà, donc il y a tous les exemples de fichiers de configuration sont là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore dans ressources? On a le code de la task Fing. Alors s'il y a des courageux qui utilisent encore Fing ici, vous trouverez une task spécialement dédiée à Atom ici. Le code du plugin Vime en bas. Et puis le reste, c'est des trucs internes utilisés par Atom pour produire différentes choses. Voilà. Ensuite, on a le dossier script. Alors, ce dossier peut être plus ou moins intéressant en fonction de ce que vous voulez faire. Par exemple, je suis utilisateur d'Atom standard. Ce dossier m'intéresse que très peu. Par contre, je veux générer un rapport de couverture de code assez facilement sans bidouiller mon fichier de configuration, par exemple. Et bien, j'ai ce script-là qui s'appelle coverage.php que je peux exécuter en faisant php atom script coverage.php. En gros, c'est un CLI alternatif de Atom qui va proposer une préconfiguration des rapports de couverture de code, donc Clover, HTML et tout ça. Et en fait, en lui passant juste quelques arguments en ligne de commande, vous pourrez sortir votre rapport de couverture en HTML sans avoir à aller écrire plein de lignes de code dans votre fichier de config. Si vous voulez le tester, par exemple. Voilà, si vous voulez juste tester le rapport, il suffit d'utiliser ce fichier-là. De mémoire, pour générer un rapport de couverture en HTML avec ce script, il faut 2 arguments en ligne de commande. C'est moins format HTML, moins output dire quelque chose. Et voilà. Les autres, builder, compiler, runner, tagger, un trimap peut être intéressant si vous voulez générer une trimap de votre code. Ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on entend par trimap? La trimap, c'est le rapport avec les gros carrés et tout, de plein de tailles différentes et de couleurs et tout, qui disent c'est le fichier le plus gros, c'est là où il y a le plus de choses, le plus de lignes de code, le plus de machin. Voilà. Bon, je crois qu'on s'en est servi une fois avec Fred pour faire le ratio dans Atom entre code et code des tests. Voilà. Et donc tous les autres scripts, c'est des scripts qui sont utilisés. Donc builder et compiler, ça doit être de mémoire pour générer le phare, si je me souviens bien. Runner, en fait runner c'est ce que vous utilisez quand vous faites le vendeur d'Atom. Voilà, il est là en réalité. Tagger, c'est utilisé par ceux qui réalisent Atom. Donc on voit qu'il y a Michael Randy ici et puis Yvan qui n'est pas là. Et puis là-dedans, dans les 2 dossiers, c'est des choses qui sont utilisées par les scripts. Voilà. Et donc la partie la plus intéressante d'Atom, c'est là-dedans. Donc,
Atom, il y a une chier de dossier, une chier de classe. De mémoire, il y a 240 classes à peu près dans Atom. Et donc, elles sont toutes rangées là-dedans, Arbo PSR4, comme je vous l'ai dit. C'est un rangement qui est assez logique une fois qu'on a compris la base du truc. Donc il y a souvent, comme on le voit là par exemple, asserter, un namespace asserter et un namespace asserters. Ok, c'est un petit peu le truc qui se retrouve souvent dans Atom. Qu'est-ce que ça veut dire cette distinction de quelque chose au singulier versus quelque chose au pluriel? C'est assez simple, c'est que dans le namespace asserter, je vais avoir tout ce qui me permet de faire fonctionner un asserter. Donc par exemple les exceptions qu'il peut lever, le générateur d'assertion et ce genre de choses. Et dans asserters, je vais avoir tous les types d'asserteurs qui existent. Donc c'est toujours à peu près rangé comme ça dans Atom. Voilà, là on retrouve toutes les assertions que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc pareil, un jour, donc, si vous vous baladez sur la doc à la recherche d'un asserteur, que vous le trouvez dans la doc, mais qu'il n'y a pas tout ce qu'il vous faut, et vous pouvez aller regarder le code. Tout se trouve là-dedans. Donc classe asserters, par exemple, comment ça marche dans l'asserter error. Je regarde, et à un moment, voilà. À partir de là, donc ça c'est une des assertions. Donc je vérifie qu'une erreur existe bien après avoir exécuté le code. Je vérifie qu'il n'y a pas eu d'erreur après l'exécution de ce code. Je vérifie que l'erreur qui existe avait tel type. Enfin, voilà. Donc ça on retrouve tout là-dedans. J'en profite pour vous montrer un asserteur, comment ça fonctionne dans Atom. Donc le mot-clé que vous retrouverez dans votre test Atom, c'est souvent le nom de la classe de l'asserteur. Tu dis souvent, mais ça veut dire que c'est configurable. Pas toujours. C'est configurable, effectivement, parce qu'avec les alias, par exemple, et surtout qu'il y a, par exemple, depuis PHP 7, on n'a plus le droit d'appeler une classe string. C'est interdit. Et pourtant, on a un asserteur string. Donc on a une convention que je vais vous montrer tout de suite après. Voilà, donc le mot-clé dans le test Atom, c'est généralement le nom de la classe pour les asserteurs. Ensuite, donc, par exemple, quand je fais dans mon test Atom flèche error et que là je lui passe une closure, ce qui va se passer, c'est que je vais rentrer dans une méthode qui s'appelle setWith dans l'asserteur. Donc ça, c'est Atom qui va appeler cette méthode et qui va lui donner la valeur qu'on lui a passée, globalement. Et ensuite, après ça, je vais tout simplement appeler les méthodes qui existent sur l'asserteur. Les méthodes publiques. Ce qui se passe ensuite, c'est que dans la plupart des asserteurs, on a ça. Une grosse méthode magique underscore get. C'est avec ces méthodes-là qu'on va gérer le truc où je vous disais, si il n'y a pas de paramètres obligatoires, je ne suis pas obligé de mettre les parenthèses, par exemple. On voit en fait le code qui gère ça, il est là, tout simplement. Donc là, je sais que exist, not exist, machin, tout ça. Je peux l'appeler sans parenthèse. En fait, c'est Atom tout simplement. Il fait la traduction derrière et rajoute les parenthèses. Et ensuite, on a ce petit appel-là qui est magique. Que, par exemple, si je fais flèche error, je lui passe une fonction anonyme, j'appelle du code, ça produit une erreur. Et que derrière, je fais flèche string, parce que j'ai envie d'aller asserter sur une string. Et si on n'avait pas cette ligne de code, l'asserteur error, il nous dirait « Oh putain, moi je connais pas la méthode string, qu'est-ce que tu essayes de me demander ?» Et en gros, grâce à cette méthode-là, on dit à l'asserteur « En fait, va voir dans ta classe parente, elle, si elle n'a pas un moyen de résoudre le truc que toi tu connais pas. » Donc la classe parente de ce truc-là, c'est un asserteur, mais l'asserteur, il contient un truc qui s'appelle un générateur, et que le générateur, lui, il connaît tous les asserteurs de la Terre entière, du monde entier, et il sait que si error ne connaît pas string, en fait, c'est l'asserteur de classe PHP string qui connaît l'assertion string. Donc il va rerouter tout seul automatiquement vers les bonnes choses. Donc ça c'est magique, ce truc-là on le trouve dans tous les asserteurs d'Atom. Dans la classe de test il existe aussi parce que la méthode error n'existe pas sur la classe test. Il faut aller demander au générateur d'aller regarder dans les asserteurs, etc. Mais c'est voilà. Là je résume, mais après le générateur il va demander aux asserteurs qui, en fait, s'il ne trouve pas d'asserteur, il va demander au truc qui gère les alias. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a défini un alias qui s'appelle machin bidule ou quoi? Voilà. En gros. Les alias donc, que je vous présentais tout à l'heure, où on peut renommer une assertion en une autre, typiquement nous on l'utilise dans Atom pour faire ça.
Donc je vous ai dit en PHP 7, il n'y a plus le droit d'appeler une classe string, string. Avant on le faisait, maintenant on n'a plus le droit. Donc il a fallu feinter. Donc dans Atom, on a choisi de faire de cette manière, c'est que tous les mots qui sont réservés dans notre classe, on les appelle PHP, le nom du mot réservé. Donc ils sont tous là, ceux qui sont réservés. Et donc on va prendre PHP string par exemple. Donc PHP string, que vous accédez avec le mot-clé string dans vos tests, mais que vous pouvez aussi accéder avec le mot-clé PHP string, c'est le nom de la classe et que logiquement ça fonctionne dans tout. Voilà, et donc ça c'est géré, comme je vous le disais, par les alias, je vais vous montrer rapidement. Comme ça vous le saurez. Je vais ouvrir la chimère d'Atom. C'est The Class quoi. Alors The Class, elle est tellement grande qu'en fait pour chercher quelque chose, il faut faire CTRL F. Voilà. Donc, et en fait l'alias elle est définie là. Comme je vous le montrais tout à l'heure. Donc use PHP string as string et bim, ça définit un alias dans les tests. Donc il y en a quelques autres. Puis il y a calling. Calling c'est sur les mocks, comme je vous disais pour sur un appel de mock. En fait vous pouvez utiliser méthode à la place de calling aussi si vous voulez. Et backcall aussi. Ah oui, pardon, non, calling c'est pour définir les méthodes du mock. Oui, parce que c'est pas par le normal. générateur, le contrôleur de mock, il faut passer normalement. Oui, Sur le mock, il faut appeler le générateur de mock, le contrôleur de mock, et le mock contrôleur, et à partir de là. Si moi je fais ça, ça veut dire que tu es un utilisateur d'Atom de longue date. Mais ils sont tous comme ça, mais. Ouais, c'est comme ça. Ouais, en fait aujourd'hui on n'est plus obligé, effectivement, on fait this calling, Oui, c'est plus. $mock par exemple, et en fait ce que ça fait derrière c'est $mock get mock controller. Et ça reprend ça. Ça fait ça en fait. C'est intéressant parce qu'on va aller voir comment ça marche ces choses-là. Donc ici voilà, on lui dit en fait calling ça va aussi s'appeler méthode si on veut. Mais en fait calling ça existe nulle part justement parce que c'est un alias vers une méthode détournée qui fait mock, get mock controller. donc si on trouve nulle part, il faut venir voir là pour voir si c'est pas. Tous les trucs qui n'existent nulle part ailleurs sont définis dans la classe de test. D'accord. Voilà. Ok. Et donc le calling, typiquement, on va aller voir où ça se trouve. Je vous ai dit, cette classe, c'est un truc de dingue. Faut pas les débugger. Hein Faut pas les débugger. Ouais, on va raconter une petite histoire là-dessus. Du mock. Voilà. C'est fait ici, là. Le calling, il est défini là. Donc sur le assertion manager, on va dire, je vais créer un truc qui s'appelle calling. Et ce truc-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va faire return mock controller. Donc en gros, return mock controller, c'est défini sur la ligne du dessus. Qu'est-ce que ça fait? Ça prend l'argument qu'on reçoit qui doit être un mock et ça me renvoie sur le mock controller. Ça, c'est ce qu'on faisait avant dans Atom. Aujourd'hui, on a essayé de le simplifier. Il y a cette notation-là avec le F de fonction mathématique aussi, si vous voulez pas taper calling. Mais en fait, c'est plus facile de taper calling que de trouver le raccourci. Est-ce que tu fais comment? Demandez à Fred, c'est lui qui a codé ça. Je sais pas, alors Il a été dans le. Ah bah c'est Alt F sur Mac. Voilà. J'aurais pu faire un truc plus compliqué. Voilà. Moi je suis pas super fan de ces trucs un peu chelous ou quoi. C'est que le mec il ouvre le fichier dans un Vime configuré avec les pieds et ça casse tout, ou ça s'affiche mal, ou on n'y comprend rien ou quoi. Donc tu l'ouvres sur Windows et c'est bon, c'est cassé. Ouais, voilà. Ensuite, donc, il y a les mots-clés que je vous montrais tout à l'heure. Par exemple, ils existent nulle part ailleurs, ils sont définis là. C'est juste des trucs qui sont définis comme ça. Voilà. Toujours assertion manager, tiens, je vais te définir un nouveau truc qui s'appelle if. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne le test. Terminé. Ça fait vraiment rien, comme je vous le disais tout à l'heure. If, then, given, machin, tout ça. Ça fait que dalle. Ça retourne 10. Enfin, ça retourne pas this parce qu'on supporte PHP 5.3, donc on est obligé de faire $test égale this, use test et return test. Mais voilà, ça retourne this en gros. Donc toutes ces choses-là, voilà, c'est défini dans la classe de test. Et donc il y en a tout un tas, les trucs pour le debug, là, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont là, execute on failure, dump on failure, qui vérifie est-ce que le debug mode est activé? Oui, ok, alors tu fais var dump. Voilà. Donc ça, tout est défini là. New tested instance et toutes ces conneries-là, c'est tout fait là-dedans. Donc effectivement, quand vous cherchez un truc dans Atom, que vous pouvez utiliser avec l'API publique dans vos tests, que vous ne trouvez pas de classe qui porte le nom de ce mot, ou pas de classe qui porte un nom qui se rapproche à ce nom-là, il y a de grandes chances que ça soit défini quelque part dans la classe Atom Test. Maintenant,
ça serait bien pour votre santé mentale que vous n'ayez pas trop à vous balader dans des classes qui ont 2000 lignes de code. Voilà, faites comme moi, même moi je contrôle F dans cette classe, sinon c'est impossible de trouver quoi que ce soit. Et donc la classe de test de Atom qui est the classe la plus warrior de la mort. Je crois qu'on avait passé un truc comme PHP métrique ou je sais pas quoi là-dessus, ils nous avaient sorti des scores, donc c'était des trucs de dingo quoi. Le problème c'est que c'est compliqué. Donc Atom est testé par Atom et donc la classe de test est testée par la classe de test. En fait, la classe de test est testée par un truc qui étend la classe de test. Donc c'est compliqué de la tester elle-même et surtout c'est compliqué de la designer proprement parce qu'en fait pour la tester j'ai besoin qu'elle soit codée. Donc c'est assez compliqué, donc en fait on n'a pas trop eu le choix, on a été obligé de faire un truc où il y a un peu la base de tout quoi. Et donc il y a 2000 lignes. Voilà. Donc pour ça c'est vraiment assez compliqué de la simplifier. La dernière fois que j'ai essayé, j'ai passé 2 jours et puis j'ai supprimé ma branche. J'ai arrêté parce que j'étais en train de devenir barjot. Il y a Michael Randy la dernière fois qui avait fait un patch sur cette classe. C'était un truc assez mineur à faire, mais il voulait écrire un test unitaire pour ça. Et je lui ai dit en fait, laisse tomber. Tu es en train d'essayer d'écrire un test unitaire pour un truc qui se teste lui-même et tout, tu vas en chier, laisse tomber. Ton patch, tu as modifié 2 lignes, c'est bon, on merge quoi. C'est juste la mise. C'est vrai que quand j'avais fait le get new mock instance là, j'ai galéré pour le test, j'ai abandonné. C'est juste la misère. Et donc cette classe, hein, c'est vraiment des trucs de ouf. Voilà, on y trouve des catchs à rallonge, comme ça par exemple. On y trouve des catchs dans des catchs qui vont retrouver des exceptions qui seront recatchés dans un autre catch pour être retrouvé encore, pour être recatchés par le runner derrière. Voilà. Mais globalement, voilà, c'est cette classe qui orchestre un peu tout, qui va dire ah bah tiens, j'ai la notation pour tel moteur, donc hop, cette méthode je la prends, je la mets dans tel fil d'attente qui sera dépilé par tel moteur d'exécution et tout, et ça doit être fait par là où je me trouve d'ailleurs. Voilà. Donc, ici, on run la méthode de test en gros. Je prends un cœur. Je prends un cœur. 17h10, tu m'as fait flipper là. Faut que je parte vers 4h, 4h30, c'est bon. Okay. Donc voilà, donc cette classe, c'est la boule. C'est là où tu en fait, il y avait une issue pour en fait, exécuter les détails providers dans des méthodes particulières, juste la même méthode. Je me suis dit, je vais peut-être la prendre celle-là, et quand en fait, c'est là. Ça, c'est le data provider, si je dis pas de conneries. Et donc on doit retrouver par là le truc qui auto-génère les mocks aussi. Enfin, voilà. Quand j'ai fait le truc qui auto-génère les mocks, je crois que j'ai posé un jour de congé après. Il y a ces trucs-là, donc je vous disais tout à l'heure, voilà, donc on a une extension qui fait la couverture des branches et des chemins dans le code. C'est pas magique, on n'a rien inventé, c'est juste Xdebug quand il a décidé de pas s'exploiter qui nous donne les infos. Et donc c'est géré ici. C'est juste ce petit bout de code magique où on va rajouter, on dit bah si le gars nous a demandé la couverture des branches et des chemins, hop, on rajoute cette petite constante qui va bien. Voilà pour la classe de test. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant dans Atom? Donc la classe de test, pour lancer nos méthodes, elle utilise des moteurs d'exécution. Donc en fait dans Atom, pour trouver quelque chose, il faut toujours se dire à quoi ça sert. Donc, ma classe de test, pour lancer mes méthodes de test, elle utilise un moteur d'exécution. Mon moteur d'exécution, c'est quoi? C'est un moteur d'exécution de test. Donc, où il va se trouver? Il va se trouver dans test. Engine. Et voilà. Quand on cherche un truc, il faut essayer de penser comme ça. Et donc là, on retrouve les 3 moteurs d'exécution que je vous ai présentés. À un moment, on s'est dit, tiens, on va peut-être en rajouter un 4e qui s'appelle HHVM. Et puis en fait, on a dit, bah, fuck. Voilà. Concurrence, inline et isolate, donc on va les regarder rapidos. Donc inline, je vous disais tout simplement, lui qu'est-ce qu'il fait, c'est il lance la méthode dans le même processus que tout le reste et puis terminé. Et donc on le voit ici, quand je fais run sur l'engine, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il appelle, il dit, toi le test qui vient de m'appeler, en plus c'est bizarre parce que le test appelle le moteur, mais le moteur est redit au test, vas-y lance la méthode. Donc c'est compliqué. Mais en gros il dit, toi le test, run la méthode qui s'appelle comme ça. Voilà, tout simplement dans le même processus.
Après, si on regarde les autres qui vont commencer à faire l'isolation et tout, là ça devient un peu plus compliqué. Bon, en fait, celui-là il appelle concurrente. Voilà. Là, ça devient un peu plus compliqué. Donc là, on est obligé d'isoler le processus, donc pour chaque méthode, générer un nouveau processus. Pour faire ça, il faut qu'on génère un bout de code PHP, qu'on boot un processus PHP et qu'on lui donne le code à exécuter. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va générer du code qui va dire ok, bah, vas-y, require l'autoloader d'Atom. Ensuite, tu vas instancier 2-3 morceaux d'Atom vite fait comme ça. Tu vas require ma classe de test, tu vas l'instancier, tu vas lui donner 2-3 dépendances qui vont bien. Tu vas activer le debug mode si l'utilisateur t'a demandé de le faire. Tu vas désactiver la couverture de code si on a demandé machin. Ensuite, tu vas activer ça, tu vas faire plein de choses, quoi, globalement. Configurer la couverture du code. On va désactiver... Ah, ce truc-là, c'est un autre truc sympa des mocks. Disallow undefined method usage, on peut dire au mock générateur, en gros, à chaque fois que quelqu'un va essayer de travailler sur un mock avec une méthode qui n'existe pas, tu vas lui mettre une erreur dans la tronche. C'est cool, effectivement. Ça peut éviter de moquer des choses qui n'existent plus ou de faire des petits trucs un peu bizarres comme ça. Pourtant, c'est possible de moquer une classe inexistante. Dans Atom, oui. Ouais. Bah, là, justement, je pense que ça ne doit pas aider si on active cette option-là. Et c'est intéressant des fois pour passer n'importe quoi à la classe et voir comment elle réagit. Ouais, tu peux complètement. Donc voilà, donc là, on continue à générer du code. Bah, là, on a un peu de chargement d'extension. Donc encore une fois, si l'utilisateur a décidé de charger quelques extensions, bah, il faut propager ces extensions au processus enfant parce qu'elles, potentiellement, elles vont agir sur le test. Voilà. Et là, c'est parti. Et là, c'est là où il y a tout le truc de ouf. Alors, c'est qu'on va dire au test, vas-y, lance la méthode de test qui s'appelle méthode et renvoie-moi son score. Donc, le score dans Atom, c'est un objet qui va contenir le résultat de l'exécution de quelque chose. Et donc, à l'intérieur de ce truc, il y a des infos comme le temps, la mémoire consommée, le nombre d'assertions, les scores de couverture de code, plein d'autres infos numériques comme ça. Donc audio test, vas-y, run la méthode et une fois qu'elle a fini, tu chopes son score, tu le sérialises et tu échos ça, quoi. Et bim. Voilà. Et donc là, dans $PHP code, donc on a notre bout de code qui fait tout ça. Et ensuite, ce qu'on fait ici, je vais essayer de centrer un petit peu. Là, voilà. This PHP, donc c'est un process quoi, PHP. On dit vas-y, reset, on retourne à 0. Ton binaire, c'est ça. Et tu vas démarrer, et puis tu vas exécuter le code PHP que je viens de générer. Donc ce truc-là, il va tourner. Ça va lancer mon test, et puis à la fin, ça va faire un gros serialise de la mort, et puis ça va renvoyer le score sur la sortie standard. Et donc plus loin, et je me souviens plus où dans l'immédiat, il y a un truc qui dit, bah, en fait, tant que j'ai un process enfant qui tourne, j'attends. Et puis à chaque fois qu'il y en a un qui finit, je récupère sa sortie standard, je la désérialise. Donc ça, c'est dans le processus principal, ça doit être dans la classe test. Elle désérialise son score. La classe test, elle contient un score elle aussi. Elle prend celui qu'elle vient de désérialiser, elle le merge avec le sien. Comme ça. Et elle fait ça pour chaque processus qui se termine. Elle agrège le bousin. Et à la fin, bah, quand elle a fini, eh ben, elle nous renvoie le résultat. Tac. Bah c'est pas là. Je sais plus où c'est. Ah non, c'est MCR. Je l'utilise tellement peu ce machin. Bla. Ah. Non. STD out. PHP, ouais, mais c'est pas celui-là, je pense. Runner coverage, non, c'est un autre truc bizarre encore. Tac. Ah bah c'est là. Non, même pas. Bah franchement, je sais plus où c'est. T'avais runner tout en bas. La classe runner. Ouais. Big there, stud. Ouais, bon, bref, je sais plus trop. C'est pas super important là où ça se trouve. Voilà, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on est dans un moteur isolé, ça se passe comme ça. Le moteur lance son truc, il récupère un score, il le sérialise, il le balance sur stdout, et il y en a un autre qui lit le truc, qui le récupère, qui le désérialise et qui agrège.
S'il y en a qui étaient au PHP Tour et qui ont checké ma conf, à un moment je dis ouais les sous-processus c'est de la balle, mais en fait c'est super warrior parce qu'il faut définir un protocole d'IPC pour les faire parler les uns avec les autres. Ça c'est notre protocole d'IPC. On fait des grosses désérialisations de la part. Voilà. On n'a pas choisi la solution la plus compliquée, c'est assez bête finalement. C'est juste que des fois on sérialise des trucs et en fait c'est énorme, de la mort quoi. Donc on a eu des petits soucis parfois avec ce genre de choses. Ça doit pu y avoir aussi du problème. Ah oui, bah ça, au début pour que ça marche sur Windows et Linux tous les deux parfaitement, on a chié un moment. Parce qu'il y avait des limitations, dans certains cas, t'as pas le droit de... Parce qu'avant aussi, il y avait une optimisation pour l'autoloader d'Atom. On construisait un cache de l'autoloader en mémoire. Ensuite, on le pipait au sous-processus PHP en fait, pour pas qu'il ait lui à reconstruire son autoloader systématiquement. Ce qui se passe, c'est que sous Windows, ils ont dit, en fait, dans un pipe, tu n'as pas le droit d'aller plus loin que tant de bits. Et donc, notre autoloader, il explosait le bousin, mais fois 1000, quoi. Donc, on a dû faire autrement, passer l'autoloader d'un cache fichier qui est récupéré par les sous-processus et tout. Mais on en a chié pas mal avec ces histoires-là. Donc, sur un pipe dans Windows, tu n'as pas le droit d'envoyer trop. Par contre, de stdout, tu as le droit d'envoyer ce que tu veux, donc la désérialisation, ça se passe bien. Tac, tac, tac. Donc les tests, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore de sympa? On va aller regarder les rapports un petit peu. Donc les rapports, c'est pareil, il y a deux namespaces, report, reports. Donc report, pour le coup, on y viendra après. Mais c'est tout ce qui permet de faire fonctionner un rapport. Et dans reports, c'est les rapports. Donc il y a deux types dans Atom, les real-time et les asynchrones. Donc les real-time, c'est ceux qu'on a en ligne de commande, donc le CLI normal, le light CLI, donc c'est pareil. Le light CLI, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve dans report, real-time, CLI, light. Voilà, real-time. On a le rapport TAP, par exemple, le Papa Noël il est là, un rapport pour Fing, le Nyancat est là, et les asynchrones qui sont là. Donc il n'y a que celui-là, le premier builder en fait, qui n'est pas utilisable pour des suites de tests. En fait c'est un rapport qui est fait spécifiquement pour le truc qui buildait les phares de Atom et qui lance les tests et tout en même temps. Enfin, il est utilisable mais il n'est juste pas lisible. Ensuite Clover donc, qui produit le fichier XML. Coverals qui envoie donc, les données de couverture sur coverals.io. Un rapport pour Vime et un pour XUnit. On va les regarder juste. Donc les rapports asynchrones c'est super simple dans Atom, vous pouvez en produire assez facilement. Pas forcément le bon exemple Clover parce que juste la structure de Clover c'est un peu un truc de ouf. Ce qu'il faut savoir c'est que les rapports asynchrones, de mémoire leur interface elle impose une seule méthode. Sinon on regarde dans un autre plus simple. Ouais. Voilà, je l'ai là. L'interface elle impose une méthode qui s'appelle build et qui reçoit un événement en entrée. Donc l'événement ça peut être plein de choses, donc le runner a démarré, le runner s'est arrêté, un test a été lancé, un test s'est arrêté, un test a fail, un test est passé, voilà, plein de choses comme ça. Et donc nos rapports peuvent se brancher sur un ou plusieurs événements, et tout ce qu'ils doivent faire en fait c'est à un moment, dans la propriété string de leur instance, ils doivent mettre une chaîne de caractères qui dit bah voilà, moi le contenu de mon rapport c'est ça. Et après Atom il se démerde, il va transformer cet objet en string via toString, et sauvegarder ça dans un fichier si on a décidé de le mettre dans un fichier, l'envoyer par HTTP si on veut l'envoyer par HTTP ou peu importe. Et string c'est une propriété publique. Elle est protective de mémoire. Elle doit être exposée par ce truc là, par report asynchronous là, et ça doit être un truc protective si je dis pas de conneries. Voilà. Donc si vous pouvez coder autant de rapports asynchrones qui produisent des fichiers que vous voulez, c'est vraiment super simple. Il faut implémenter la méthode build et après, idéalement, il faut implémenter cette méthode qui s'appelle handleEvent. Donc pareil, elle va être appelée à chaque fois qu'il y a un événement est déclenché dans Atom. Sauf qu'en plus de juste l'événement, elle reçoit un deuxième paramètre qui s'appelle observable. Donc observable, c'est le truc qui a généré l'événement.
Et donc ce truc-là, ça peut être plein de choses, ça peut être le runner atom, ça peut être un test ou d'autres choses. Et dans la plupart des cas, cet observable aura un score, parce qu'il a exécuté des choses ou quoi. Donc dans handle event, vous pouvez sauvegarder le score du dernier observable que vous avez vu passer, et vous en servir ensuite dans le build pour construire un rapport par exemple. Voilà pour les rapports asynchrones. Et donc les rapports real-time, c'est totalement différent, parce que pour le coup, eux, ils sont exécutés en temps réel. À chaque fois qu'il y a un événement, en gros, on dessine le rapport, on affiche des choses, ou quoi. Et donc le fonctionnement pour eux, c'est pas juste une méthode build qui va mettre une chaîne de caractères dans une propriété. C'est une construction un peu plus complexe, basée sur un truc qui s'appelle des fields dans Atom. Donc en gros, un rapport real-time, il est constitué de un ou plusieurs fields. Et chacun de ces fields va s'afficher ou pas en fonction des événements qui arrivent. Et donc tous ces fields, ils sont là-dedans, dans le namespace report, comme je disais, donc c'est tout ce qui permet à un report de fonctionner. Fields. Et là, il y en a toute une chier. Et là, pour le coup, j'ai pas trouvé de règle qui va bien pour dire où vous pouvez trouver facilement chaque field, parce qu'il y en a plein qui se ressemblent et qui sont pas tout à fait pareils. On va juste en regarder un rapidement, par exemple celui-là. Donc un field, non pas celui-là. Un field finalement ça se rapproche dans la construction d'un rapport asynchrone. Donc il a une méthode handle event qui prend un event et un observable. Et donc à chaque fois qu'un événement est déclenché, ça arrive ici. Si le field a décidé de réagir à l'événement, tout ce qu'il doit faire, c'est dans this value, mettre une chaîne de caractères. Voilà. Et ensuite, Atom va se charger d'assembler tout ça. L'effet de retourner true ou false, ça fait quoi? Je sais plus. C'est juste pour lui dire c'est juste pour dire est-ce que j'ai traité l'événement ou pas. D'accord. Et pourquoi est-ce que l'asynchrone n'utilise pas aussi les fields? Parce qu'a priori, ça a l'air d'être... Parce que c'est trop compliqué. Ouais. Les fields, c'est un truc de ouf. En fait, on pourrait, effectivement, mais ça rendrait les rapports over complexes pour générer un clover à base de fields et tout comme ça. Déjà, il faudrait 4 millions de fields, parce qu'il t'en faudrait un par balise et un par attribut par balise. Donc en gros, ça deviendrait un truc de dingo. Et après, de les assembler et tout, c'est chaud. Donc voilà, donc tous les fields, il y en a toute une chier. Donc en gros, chaque info qui est affichée par Atom dans votre terminal, c'est un field. Ils sont généralement, à part les fields de coverage, les autres normalement ils sont pas trop compliqués. Voilà, c'est des petits trucs comme ça avec des sprintf qu'on va afficher. Donc ça c'est la barre qui arrive à la fin des tests pour dire success ou failure qui affiche le résultat. Donc c'est pareil, ça construit une chaîne de caractères, ça la retourne. Voilà, il doit y avoir un handle event quelque part. Et donc après tous ces fields-là, on les assemble. C'est ça qui est assez magique, c'est que c'est ultra composable finalement les fields, pour construire des rapports. Et donc on va prendre dans le rapport real-time par exemple, le CLI. Le CLI, en fait, le rapport c'est assez simple. En fait, on instancie plein de petits fields comme ça, et puis à chaque fois on lui dit ok, ce field, hop, je te l'ajoute. Tiens, je t'ajoute la version d'Atom, je t'ajoute le pass de PHP, la version, je t'ajoute la durée totale de l'exécution, pareil pour la mémoire, blablabla, jusqu'à la fin, on en ajoute plein, une chier. Et puis c'est tout, j'ai fini de construire mon rapport. Donc ça pour les rapports real-time, c'est assez cool. Donc c'est pareil, si vous voulez faire votre propre rapport real-time dans votre ligne de commande, parce que celui par défaut il vous plaît pas, il y a trop de choses, il y a trop de choses qui servent à rien ou peu importe. C'est assez facile, il suffit de vous copier cette classe globalement ailleurs quelque part, vous supprimez tous les fields qui vous font chier et puis ça vous fait un rapport différent. Après, vous pouvez créer d'autres fields, vous pouvez personnaliser les couleurs. Donc les couleurs elles sont gérées par ces trucs là, les colorizers dans Atom. Si vous connaissez les séquences ANSI pour faire de la couleur dans le terminal, voilà, on utilise ça ici.
Et donc ensuite, pour chaque field, vous lui dites, toi en fait tu vas utiliser ce colorizer là, et puis tu vas utiliser ce prompt là, donc ça va ajouter une petite flèche et ça va mettre en couleur. Enfin, voilà. Donc vous pouvez super bien personnaliser ça normalement, à vos goûts. Et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait finalement avec le light là. Celui-là c'est le même rapport que l'autre, sauf qu'en fait il y a beaucoup moins de choses à l'intérieur. Il y a juste une seule grosse progress bar à la place qu'il y en ait une par test. Et la même chose en bas et la même chose en haut que dans le précédent. Donc voilà pour les rapports. Et ensuite, il y a plein d'autres choses qui sont plus ou moins ouf dans Atom. Je vais vous montrer l'autoloader parce qu'il a 2-3 notions qui sont sympas. Donc je vous disais au début, la classe de test de Atom, en vrai, physiquement dans le code source, elle s'appelle McGuy Atom Test. Et en fait, elle s'appelle aussi Atom Test, ou juste Atom, si on veut. Et ça, c'est grâce à l'autoloader d'Atom. En fait, il a une fonctionnalité qui est assez sympa, c'est qu'on peut aliaser les namespaces et les classes vers ce qu'on veut. Donc en gros, un namespace qui s'appelle foobar, je peux choisir de l'appeler, je m'en fous comment, peu importe. Et ça, c'est pas magique, on n'a rien inventé, c'est juste que dans PHP, il y a une fonction qui s'appelle class alias, qui permet de faire ce genre de truc. Et donc ça se passe, voilà. On a ces fonctions-là sur l'autoloader, donc add namespace alias, add class alias, ce genre de choses. Et après, un truc qui va résoudre le chemin d'une classe, et donc lui il va regarder dans les alias, machin, défini ou pas. Et donc il y a un moment, on doit appeler, voilà. Ici on définit auprès de PHP, on dit que en fait cette classe, elle va aussi s'appeler autrement maintenant. C'est utilisé aussi pour faire, dans tes tests, tu peux avoir une classe et lui changer le namespace, si je ne me trompe pas. Les mocks. Ouais, et au niveau des mocks, oui c'est ça. Non, dans les mocks, en fait, les mocks c'est différent parce que quand on génère une classe d'un mock, on va vraiment générer du code PHP et ensuite on l'évalue. En fait, quand on fait ça, c'est juste dans le code, on met un autre nom ou un autre namespace. Donc ça, c'est assez cool. Cette fonction nous a sauvé la vie plusieurs fois dans Atom pour conserver la compatibilité en fait, pour éviter de casser des choses. Il y a des choses, on a renommé les classes, et en fait parce que leur nom était complètement pourri avant ou quoi, ou parce qu'on a dû les bouger. Et en fait, pour pas péter la compatibilité avec des choses qui utilisaient potentiellement nos classes, on a bougé la classe, puis on a créé un alias de son nouveau nom vers son ancien nom. Donc ça nous permet de conserver la compat comme ça. Si demain on sort une nouvelle version d'Atom et qu'on se dit en fait le namespace McGuy il n'existera plus, ce sera Atom le root namespace, en fait on pourra utiliser cette fonction là pour quand même garder la compatibilité en disant le namespace physiquement n'existe plus, mais en fait on va quand même le simuler pour pas tout péter. Donc ça c'est géré par l'autoloader. La seule chose qu'on fait pour optimiser, parce que voilà, créer des alias dans tous les sens et tout machin ça coûte cher, c'est qu'on les crée systématiquement le plus tard possible. Donc si j'alias une classe, je la déclare comme alias dans mon autoloader, mais qu'elle n'est jamais demandée à l'exécution, l'alias ne sera jamais déclaré en réalité. Sinon c'est la loose en termes de perf. L'autoloader vous pouvez l'utiliser en standalone. Par contre, vu que Atom c'est un gros monolithe, si vous voulez juste l'autoloader, il faut require tout Atom. Donc c'est dommage. Mais il marche bien ça. Il est très bien testé et tout. Les adapteurs, je vous ai dit, il faut l'oublier. Ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, c'était les mocks de fonction. Donc ça passait par ce genre de choses. Que l'adapteur, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est un objet qui est juste un proxy vers PHP. Et qui va nous permettre de moquer les appels aux fonctions. Donc avant, en fait, par exemple, je voulais appeler fileGetContent. Au lieu d'appeler directement la fonction, je l'appelais à travers l'adapteur, comme un proxy. Et lui pouvait décider soit de me router vers l'implémentation native PHP, soit de me router vers autre chose, une autre implémentation que j'aurais définie au moment de mes tests, par exemple. Le problème, c'est qu'il fallait injecter ce proxy de partout, à chaque fois qu'on voulait moquer une fonction PHP.
Depuis, on a trouvé une autre solution. Donc les adapteurs, ça sert plus à rien, sauf dans Atom, parce qu'on a une contrainte. Mais c'est quand même utilisé, en fait, les adapteurs sont la base des mocks dans Atom. Vu qu'en fait, les mocks sont juste un proxy vers la classe que j'ai moquée, finalement. La logique, elle est là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a de sympa? L'includer aussi, c'est un petit truc fun dans Atom. C'est un truc qui nous permet de faire des includes et des requires de fichiers, mais de manière sécurisée. C'est-à-dire que quand il y a une erreur, que le fichier n'existe pas ou peu importe, ça évite de tout casser, ça nous rapporte l'erreur correctement et on peut quand même se démerder pour faire autre chose. La locale, c'est une implémentation de getText globalement. Le mailer, c'est un mailer. C'est le genre de truc que je voudrais enlever. Les observeurs, bah, c'est les interfaces qui définissent les trucs qui font handle event ou les trucs qui émettent des événements. Les readers, je sais plus à quoi ça sert. Super global, ah ouais, ça c'est ça. Dans Atom aussi, on peut moquer les super globales. Donc $_server, je peux dire à Atom, en fait, tu vas faire comme s'il y avait ça et ça et ça dans Atom, et tu vas faire comme si, en fait, tu vas te démerder pour que tout le monde croit qu'il y a vraiment ça dans $server, par exemple. Ou alors, ce qui est assez fun, c'est je suis un gros bourrin de la mort, j'ai compilé mon PHP en désactivant le monde entier. Donc j'ai même pas l'extension qui permet de gérer les sessions. Donc, je n'ai pas la super globale de la $session. Et bien Atom, il saura quand même faire comme si elle existait, et il saura quand même faire croire à tout le monde qu'elle existait. Donc ça c'est cool. Voilà. Si on veut finir pour 17, par exemple 17h, on pourra passer. Ah voilà, il y a tout un tas d'autres trucs vraiment dans Atom, une chier de machin. Je vous laisse fouiller, mais n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Merci. Merci. Faut que je me déconnecte. C'est à qui? C'est à toi, Jonathan? Ouais, mais je sais pas si on fait pas peut-être une petite pause avant ou. Ouais. Moi, je suis pas contre. Du coup, un truc que j'ai vraiment bien aimé, c'est la version Autolog plus Lignify. Ça, c'est un peu boîte. Ça, c'est une tuerie.